bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouvez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous accueillons Martine Voll, connectée depuis la France et plus précisément d'Aix-en-Provence. Martine va nous présenter le webinaire Entre ombre et lumière, les sentiers du coaching et de la supervision. Bonsoir Martine. Bonsoir Yotis, bonsoir à tous les synergiens. Alors Martine, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis prête pour échanger avec vous et j'en suis très contente. Alors Martine Voll, l'une des plus grandes expertes de la supervision dans le monde francophone. Martine, tu es superviseur depuis 2003 et fondatrice de l'IDESUP, l'Institut du développement de la supervision et de la formation des superviseurs. L'IDESUP forme des professionnels de l'accompagnement et notamment des coachs à la pratique de la supervision. Mais avant cela, tu as complété ton cursus universitaire en psychologie sociale par une formation approfondie à l'approche systémique de l'intervention dans les organisations ainsi qu'à l'analyse de la pratique de type Balint. Animatrice socio-éducative, directrice régionale, chef d'entreprise, c'est en 1995 que tu exerces ton activité principale de coach au sein de Present Consulting, société spécialisée dans l'accompagnement des personnes, des équipes de dirigeants et des organisations dans des contextes de mutation, de réorganisation, de croissance ou de crise. Master coach de l'ICF, tu es très investi dans le monde associatif et humanitaire, ancienne présidente de l'ICF France en 2006-2008, vice-présidente de Vision 2021 en 2014-2017 et actuellement présidente de PSF, la Fédération des superviseurs professionnels et administratrice du syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, le CIMAC. Alors, co-auteur du livre L'art et la pratique du coaching professionnel, dans lequel tu présentes le coaching en entreprise, passé, présent et à venir, et également auteur d'un très beau livre qui vient juste de paraître, La Bible de la supervision de coaching. Alors, ce livre, Martine, il est destiné aux futurs superviseurs, aux futurs coachs. Il est destiné aux superviseurs dans le sens où lorsqu'on est superviseur, y compris senior, on a intégré des savoirs qui sont devenus inconscients, donc c'est une occasion de les revisiter. Et aux superviseurs débutants, bien sûr, pour se donner de la réassurance. Et puis pour les coachs, c'est l'occasion d'approfondir certains aspects qui, au fil de la pratique, peuvent questionner. Voilà, ce sont des aspects qu'on a envie de revisiter quand on est coach. On peut en parler avec son superviseur. On peut aussi avoir envie d'y réfléchir tout seul. Donc, il est ouvert de manière assez large à tous. Alors Martine, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Peut-être vous dire que j'ai déménagé 24 fois dans ma vie, que j'ai vécu dans 7 régions différentes, en France, un passage en Suisse, que j'ai changé 7 fois de métier. Tu l'as dit, hein, tu as présenté mes 40 ans de carrière professionnelle entre le secteur socio-éducatif, chef d'entreprise et puis mon métier d'aujourd'hui. Il y a des mondes culturels qui les différencient. Et probablement, c'est ce qui m'a donné envie d'être curieuse, de regarder les choses comme si c'était un grand paysage, donc le grand paysage de la vie. J'ai pu lire que tu as fait le marathon de New York. Oui, il y a 4 ans. Voilà, et également une autre petite info que j'ai trouvée très sympa. Tu as rencontré les gorilles des montagnes au Rwanda. Oui, alors ça, c'est quelque chose dont je ne parle pas, ou très peu. Mon cercle rapproché connaît cette aventure et j'ai eu la chance d'aller dans les montagnes à la rencontre des gorilles, des familles gorilles qui vivent là-bas, et surtout peut-être célébrer le travail du Rwanda et puisque il y a toute une économie et une organisation pour que les anciens braconniers ne chassent plus les gorilles. Ils ont eu un lopin de terre et qu'ils puissent vivre de ce lopin de terre. Ils ont été formés à l'artisanat de manière à ce qu'ils ne soient plus obligés de les chasser.
Tu vas nous présenter le webinaire Entre ombre et lumière, les Oui. sentiers et ou les secrets du coaching et de la supervision. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer ce sujet plutôt qu'un autre? Et surtout, quel lien y a-t-il entre les sentiers et les secrets? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé le goût du défi. Probablement que j'aime bien explorer les paysages, j'aime bien explorer les cultures. J'ai beaucoup travaillé dans des entreprises de taille et de dimensions différentes. Et à chaque fois, je suis fascinée. Je suis à la fois curieuse, exploratrice finalement. Et le thème du sentier à explorer, c'est quelque chose que j'aime. J'aime me promener dans la nature. Et puis, chemin faisant, il y a des secrets. Alors les secrets, peut-être qu'ils se cachent dans l'ombre et la lumière, justement. Donc, l'ombre et la lumière, ce sont des mots à forte charge symbolique. Nous allons y revenir. Et il me semble que explorer le monde du symbole peut aussi nous livrer des secrets pour explorer finalement des sentiers. Voilà, donc c'est un jeu de mots en même temps très sérieux. Les jeux sont souvent sérieux dans nos métiers de l'accompagnement puisque à travers ce que nous disons, la façon dont nous le communiquons, nous allons être perçus d'une certaine manière, nous allons provoquer des réactions et des émotions différentes chez les uns et chez les autres, et puis bien sûr inversement, ces rencontres avec autrui nous amènent à réfléchir sur nous. En tout cas, c'est ce que nous partageons dans les métiers d'accompagnement, ce goût pour l'exploration. Ce titre, il raconte plein de choses en fait. Merci Martine, je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse comme d'habitude. Merci Yotis. Alors peut-être la présentation, je vous propose une approche réflexive ce soir pour apprendre de votre propre pratique et d'explorer avec moi vos appétences, vos goûts, ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous avez eu envie d'apprendre dans votre vie à travers vos différentes expériences. Parce que moi-même, c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais vous proposer une carte mentale qui vient d'une réflexion que j'ai eue justement sur cette pratique que j'exerce de coach et de superviseur depuis quelques années. Et la pratique réflexive apprend à apprendre finalement, à apprendre que nous avons des savoirs qui peuvent être enfouis parce que nous prenons pas le temps de réfléchir sur ces savoirs que nous avons fait émerger de notre pratique. Alors la pratique, j'ai prononcé souvent ce mot, finalement il parle de la relation que nous avons dans un cadre professionnel, que ce soit le coaching ou la supervision. Et à chaque fois, nous remettons en action un certain nombre de compétences, de gestes professionnels, de postures, de processus. Et à chaque fois, nous développons des intuitions, nous développons des talents. Et ces talents, ce soir, je vous propose de réfléchir sur vos propres talents à travers la carte mentale que je vais vous proposer. Argyris et Sean, qui sont les pères de la réflexivité, ce sont ceux qui l'ont en tout cas formalisé, nous parlent de ces cartes mentales et ils expliquent comment elles sont très souvent implicites. Le fait de les rendre apparentes va nous permettre de réfléchir ensuite au pas d'après, comment nous pensons agir, réagir dans des futures situations. Finalement, le coaching est une forme de pratique réflexive, très implicite. Nous ne prenons pas souvent le temps de mettre ce mot dessus. La supervision l'est encore plus peut-être, puisque là, on va le faire en conscience. Alors, cette histoire de carte mentale, elle n'est pas que dans le monde de la réflexivité, elle est aussi utilisée par les amateurs du symbolique. L'imaginaire symbolique a aussi une fonction utile pour éveiller nos perceptions. Il y a un langage caché dans l'utilisation du symbole ombre et lumière. Nous allons voir que il y a un langage caché qui peut être facilement accessible pour peu que nous prenions le temps de réfléchir dessus. Et puis parfois un peu plus difficile d'accès, et c'est là où on peut avoir besoin d'un tiers, un coach, un psychologue, un superviseur, tous ces métiers de l'accompagnement, de la relation d'aide, des éducateurs, des travailleurs sociaux,
des éducateurs, des enseignants, qui, par le temps qu'ils vont nous accorder, vont nous permettre d'accéder à des univers auxquels nous n'aurions pas eu accès autrement. Et puis notre propre imaginaire, avec les images que les sons et les mots peuvent procurer. Alors, c'est pour ça que j'ai une première question à vous poser et vous pouvez prendre le temps d'écrire vos réponses dans cette vidéo, dans vos commentaires. Ou bien sur un papier, finalement, quels sont les sentiers d'exploration que vous préférez vous? Alors bien sûr, ils sont issus de vos formations, des endroits où vous avez exercé votre activité professionnelle, de votre expérience, des appétences qui ont pu changer au fur et à mesure de votre vie. Je cite quelques exemples là pour les différencier de manière nette. Par exemple, l'acteur dans une organisation. Si vous êtes manager, dirigeant, ça peut être vos collaborateurs. Si vous êtes coach, vos clients. Vous êtes superviseur, les personnes que vous accompagnez. Est-ce que vous aimez explorer l'univers systémique? Est-ce que vous êtes appétent pour sentir les émotions, les vivre, les regarder, les observer? Ou bien d'autres approches, y compris philosophiques ou spirituelles pour certains. Alors cette première photo, peut-être pour commencer à explorer l'univers de l'ombre et de la lumière. Première chose, dans le dictionnaire, lorsque l'on regarde quel est le contraire du mot ombre, le mot qui ressort en premier, il est évident, c'est la lumière. Si nous regardons les montagnes, d'un côté nous avons une montagne éclairée, de l'autre, l'ombre de la montagne qui se reflète dans le lac. C'est un premier axe horizontal que nous allons explorer ce soir parce que il est complètement lié à notre regard, à quel endroit nous allons décider de mettre le projecteur. Nous voyons aussi qu'il y a du reflet dans le lac. Nous pouvons aussi regarder les reflets. Nous pouvons aussi regarder ce qu'il y a sous le lac. Chercher à repérer ce qu'il y a sous le lac. Ce qui m'amène à parler de deuxième axe, l'axe vertical de l'ombre et de la lumière. Si je mets la lumière cette fois-ci dans le ciel, ce beau ciel bleu, et que je regarde dans le dictionnaire le mot qui est l'opposé de la lumière, je ne trouve pas nécessairement en premier le mot ombre. Le premier mot qui sort, c'est le mot ténèbres. Et là, on est dans une autre dimension, une autre forme imaginative, puisque la ténèbre renvoie pas du tout aux mêmes représentations que le mot ombre, même si ils peuvent bientôt être synonymes. Alors pourquoi je le mets dans l'axe vertical? Parce que souvent la lumière, dans ce sens-là, est associée au divin. On va aussi parler de la vitesse de la lumière qui va être associée au cosmos. Et puis les ténèbres, ce sont ces parties sombres, le fond du lac qui peut être fait de vase, qui peut être fait de sable, qui peut être fait d'un gouffre avec une rivière souterraine qui surgirait. Ça peut être aussi la psychologie des profondeurs. Donc là, bien sûr, on va voir que nous avons ensemble un sentier d'exploration, avec peut-être des secrets à la clé. Alors cette image, si nous poursuivons la discussion ensemble, je peux la reprendre et puis décider de mettre d'un côté effectivement ce que j'appelle le système client. J'aurais pu mettre le mot organisation, j'aurais pu mettre le mot culture, culture d'entreprise, culture d'une organisation, culture d'un système, avec des choses explicites qui se voient, qui sont éclairées, ou implicites, qui sont peut-être dans le reflet du lac. Et je peux aussi décider d'éclairer le système coach. Là, c'est peut-être une partie que nous allons peut-être laisser un peu plus dans l'ombre, dans le sens où je ne mets pas le projecteur tout de suite dessus. Si je vais vers un client, je vais plutôt m'intéresser à ce qui se passe dans la culture du client. Pour autant, si je vais travailler avec mon superviseur, je vais peut-être mettre la lumière justement sur comment moi je vis en tant que professionnel mon rapport à mon activité. Alors selon nos expériences et nos formations, il est bien évident que nous allons peut-être pas orienter le projecteur de la même manière. Est-ce que je suis coach?
superviseur, coach, mentor et superviseur, manager, dirigeant, RH, autres professions, posez-vous la question, où mettez-vous le projecteur de manière préférée? Nous allons poursuivre ensemble l'exploration avec les sentiers de l'implicite et de l'explicite dans cet axe horizontal dont je viens de vous parler, qui sera peut-être a priori plus facile à sentir et à repérer, puisque c'est moi qui décide d'orienter le projecteur vers telle ou telle zone. Alors comment? Je peux, par exemple, dans cette image, laisser promener mon regard, avoir une perception globale, ou bien me focaliser sur cet arbre qui peut me sembler chétif, ou bien qui me semble être très fort finalement dans un paysage hostile, ou bien je peux regarder les montagnes, ou bien je peux imaginer que cette zone bleue, ça va être de l'eau et que finalement, il y a de quoi abreuver cet arbre. Donc, cette métaphore pour dire que est-ce que je mets mon projecteur sur l'acteur, la personne que je vais accompagner en tant que coach, et si je suis superviseur, est-ce que je vais mettre l'accent ou le projecteur sur le coach qui vient en supervision ou sur le récit que ce coach va faire en supervision? Et si vous êtes coach, est-ce que vous allez mettre votre accent sur votre client qui est là, ici, maintenant, ou l'équipe dans son organisation, sachant que l'organisation a une culture. Alors la culture de l'organisation, si on se focalise maintenant que sur cette partie du système, eh bien, elle va avoir son propre langage. Un langage qui est clair et net, qui va être un contrat de travail. Dans une organisation qui demande du coaching, ça va être un contrat de coaching. Et puis avec des choses qui sont dites et qui ne sont pas dites. Ce qui est intéressant dans cette exploration, c'est que quand on est dans du coaching prescrit, ce qui est le cas fortement en France, peut-être dans d'autres pays, il y a, je sais, des écarts. Nous nous trouvons face à une spécificité du coaching prescrit qui est qu'il va y avoir deux demandes. Il va y avoir la demande du manager, du N+1, du hiérarchique en général, et il va y avoir la demande de la personne qui est concernée par le coaching. Il peut y avoir aussi des demandes quand les équipes RH, dans des entretiens quadripartites, sont mobilisées autour du coaching parce que souvent il peut y avoir des gestions de plans de carrière et auquel cas il y aurait 3 demandes. Ça c'est quelque chose d'assez spécifique parce que à travers par exemple l'entretien tripartite, nous avons un vrai chemin d'exploration. Pourquoi? Parce que nous avons l'occasion de regarder les relations qui sont tissées entre un hiérarchique et un bénéficiaire du coaching, entre un bénéficiaire du coaching et les RH. Eux-mêmes peuvent regarder comment nous, en tant que coach, on va se positionner dans ce système. Et puis, on va avoir besoin de comprendre les enjeux des uns et des autres, vérifier que tout le monde est vraiment d'accord, poser un cadre. Et ça, vous connaissez votre métier aussi bien que moi, donc je ne vais pas développer davantage. Simplement, avoir cette conscience que c'est très particulier dans le monde de l'accompagnement qu'il y ait ces deux demandes. Une fois que j'ai compris ces deux demandes, que j'ai senti qu'il y avait de l'implicite et de l'explicite, qu'il pouvait y avoir même des demandes cachées à travers ces demandes officielles, je vais pouvoir aussi poser effectivement le cadre qui va faire que le coaching va être opérant, avec une éthique, avec les codes déontologiques que nous connaissons. Et au fur et à mesure du coaching, je vais voir si cette culture est capable de respecter les contrats qui ont été posés, les contrats de coaching et les contrats éthiques qui ont été décidés. Cela suppose déjà d'avoir comme un guide de haute montagne une connaissance de la montagne, une connaissance des organisations, une connaissance de l'expérience. Et c'est vrai que en tant qu'être humain, nous aimons aussi nos zones de confort.
Et on peut aussi se sentir très à l'aise quand on a une grosse expérience dans les organisations d'aller plutôt, a priori, explorer ou mettre les projecteurs sur des subtilités qui seraient dans ce système. Ce serait complètement légitime. L'intérêt, c'est d'en avoir conscience. Il y a un autre sentier d'exploration, toujours dans cet axe horizontal, où tout à l'heure je parlais de effectivement l'entreprise, le client final, le coach, le superviseur, avec une possibilité que nous avons d'utiliser les reflets et les hypothèses systémiques. Et là, cela suppose une écoute particulière parce que là, on voit bien dans cette photo qu'il y a un groupe de personnes qui sont probablement en train de travailler, sur quoi je ne connais pas le contexte, je ne connais pas sur quoi ces personnes sont en train de travailler. En tout cas, il y a du flou. Il y a des zones d'ombre. Et est-ce que je décide de regarder ce premier plan avec ces belles feuilles qui sont très claires et nettes, qui me donnent un cadre à cette photo, ou bien est-ce que je cherche à explorer ce qui se passe dans ce flou? Alors ce flou, c'est peut-être là où je vais parler de l'implicite. C'est-à-dire que cette photo m'a donné à voir des choses qui implicitement frappaient mon imagination, me permettaient déjà d'imaginer que ce groupe en train de travailler semblait plutôt en harmonie, semblait s'écouter, mais ça ce sont mes projections, mon imagination. Et peut-être que avec une écoute plus fine, je vais regarder ce qui implicitement m'était renvoyé et je vais pouvoir avoir mes premières hypothèses que je vais pouvoir partager ensuite avec mon client. Ça, les écoles de coaching en général forment assez bien à cet aspect systémique que l'on appelle le reflet. Et cette vigilance particulière à ces traits verts que vous voyez sur la photo qui ont qu'est-ce qui se passe dans la relation. Les traits bleus sont explicites, ils symbolisent le contrat de travail, le contrat de coaching, le contrat de supervision. Normalement, ils ont fait l'objet d'un travail où il y avait déjà de l'implicite de toute façon, mais il y a déjà eu un premier travail pour rendre explicite un certain nombre de choses. La relation est riche de contenu. C'est un peu ce qui est à fleur du lac. Si on regarde à fleur du lac, on voit bien sûr les montagnes se refléter, on voit énormément de choses. On peut voir des petits poissons, on peut voir des choses que l'on peut voir à fleur de l'eau. Et cette notion de reflet en systémique va être très importante. Pourquoi? Parce que ça va être une occasion pour nous, donc là je vais prendre la casquette de coach, de regarder à travers la relation qui s'installe avec mon client, qu'est-ce que je peux entendre, quelle hypothèse je peux faire de qu'est-ce qu'il vit dans le système, qu'est-ce qu'il se joue. Et notamment dans la relation qu'il aura avec moi en tant que coach, je vais pouvoir regarder qu'est-ce qu'il met en scène. Par exemple, en tant que superviseur, j'entends très souvent des coachs qui viennent avec un sentiment d'une situation qui aurait besoin d'être décryptée, qui semble un peu floue, avec des questionnements. Je pense notamment à Julie, qui exprimait qu'elle travaillait dans une entreprise familiale, où l'héritière était une jeune femme de 30 ans qui reprenait l'entreprise familiale et qui lui demandait d'intervenir un petit peu partout. Et Julie, qui aimait vraiment beaucoup son travail, intervenait partout, avait plutôt d'ailleurs des succès dans ses interventions dans plein de systèmes, mais elle arrivait en supervision avec un récit de dire: «Oh là là, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être le pompier, j'interviens ça, j'interviens là, j'interviens là». Et à travers le questionnement et les hypothèses, l'impression qu'il se rejouait quelque chose qui correspondait peut-être à un besoin du système. Et par le questionnement, Julie a pu raconter que cette nouvelle femme qui reprenait cette entreprise familiale, elle-même intervenait un peu partout en pompier, avec beaucoup de loyauté à son propre père, qui était un père paternaliste, pardon, qui intervenait partout. Et elle rejouait à son insu la façon de fonctionner du père. Je reprends cette phrase. Cette cliente rejouait à son insu le fonctionnement du père, qui était celui du pompier. Elle-même intervenait en tant que pompier. Et Julie avait le sentiment d'intervenir en tant que pompier. Donc la supervision lui a permis de retrouver cette cascade de reflets.
Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'à cette période-là, Julie me demandait souvent des interventions en urgence, aussi un peu en pompier. C'est ce que j'appelle la cascade des reflets. Donc là, grâce à la relation, grâce à cette écoute, bien sûr que tout ça, ce sont des hypothèses, ce ne sont pas des affirmations. En revanche, le fait de faire ce type d'hypothèse nous permet de poser des questions à nos clients et de poser des questions puissantes à nos clients qui vont les amener à réfléchir, qui vont les amener à retrouver des émotions. Cet axe horizontal est donc riche d'enseignements. Je viens de l'expliquer, c'est prendre le temps d'observer ce qui se joue dans la relation entre le coach et le client final pour accéder, faire des diagnostics finalement. Ce sont des débuts de diagnostic, des débuts d'hypothèses et souvent la métaphore, c'est celle de l'hologramme. Alors, il n'y a pas que le reflet systémique ou l'exemple que je viens de donner. En systémique, il y a différentes hypothèses. Je vous en donne quelques-unes à titre d'exemple, peut-être les plus récurrentes. En lumière, un client vient et peut avoir un discours de victime. Et une hypothèse systémique bien connue des systémiciens, c'est celle du bouc émissaire. Alors, un bouc émissaire, qu'est-ce que c'est? Un bouc émissaire, c'est celui dont tout le monde parle dans un système. Et pendant que l'on parle de cette personne, eh bien, nous mettons en lumière, nous mettons le projecteur sur cette personne. Pendant ce temps, les autres sont dans l'ombre. On peut imaginer que les personnes qui sont dans l'ombre continuent à faire ce qu'elles savent très bien faire et qu'elles ont un avantage à créer un bouc émissaire puisqu'on sait que le projecteur va être sur lui. Donc c'est un bel exemple d'ombre et de lumière parce que ça va être intéressant pour nous, quand on travaille avec un client, de l'aider à décrypter qu'est-ce qui se passe dans son système et peut-être de lui permettre de vivre autrement ce sentiment d'être victime parce que grâce au décryptage, il aura explosé, tiens, c'est un lapsus intéressant, vous voyez, sentier, secret, explorer, exploser. Pour lui éviter d'exploser, nous allons lui permettre d'explorer et de se reconnecter avec des ressources qui lui permettront d'être à nouveau actif dans son système. Je pourrais prendre un autre exemple, une personne qui se sent en échec peut parler assez facilement de son seuil d'incompétence. Et là, il y a des émotions très particulières avec quelqu'un qui se sent dans son seuil d'incompétence. Or, peut-être qu'il est loyal c'est Anne Ancelin qui parle très bien de loyauté invisible, de loyauté familiale avec le génosociogramme, qui est un outil systémique et qui montre qu'on peut être loyal à sa famille et qu'on peut évoluer dans les différentes classes sociales jusqu'à un certain point, parce que si on devient trop différent de la classe sociale dont nous sommes issus, nous pouvons nous sentir déloyal et préférerait se mettre en incompétence, quitte à vivre un sentiment d'échec, plutôt que de continuer à évoluer et de se sentir déloyal. Donc ça, c'est un exemple. Donc les émotions du client sont très importantes à recueillir, etc., etc. Vous connaissez les autres exemples, je vous le laisse lire, parce qu'on va y revenir. Que se passe-t-il si le coach perd sa capacité que l'on vient de voir, d'aider à décrypter, recadrer, explorer, recueillir les émotions, questionner les valeurs? Ces hypothèses systémiques vont rester dans l'ombre. Le risque pour le coach, dans ce contexte, c'est de se laisser attraper. Une victime peut appeler chez lui le sauveur, s'il ne fait pas ce travail de décryptage. Un sentiment d'échec, avec quelqu'un qui se sent incompétent, peut lui donner le sentiment d'être démuni à son tour, ou bien au contraire de se sentir très puissant, et peut-être de donner des conseils, et puis peut-être d'être sauveur à son tour en donnant des conseils. Ou bien, si c'est le client qui se sent sauveur,
Peut-être qu'il est en train de raconter que finalement, dans tout le système, il compense des lacunes, qu'il est en train d'apporter sa compétence là, ça et là. Peut-être que le coach pourrait développer une grande admiration pour ce client et se sentir tout petit à côté de lui et développer ce complexe d'imposture. Bien sûr, on est bien d'accord, ce sont des hypothèses. En tous les cas, ce qui va être intéressant d'explorer, ce sont ces jeux relationnels qui demandent effectivement de questionner, d'explorer et de regarder. Alors, pourquoi est-ce que le coach perdrait cette capacité d'explorer et de regarder? Je vais revenir à cette photo. Le coach garde sa fonction de tiers. Entre ombre et lumière, ça c'est la théorie. À quelles conditions, si vous réfléchissez à votre propre pratique, quand est-ce que vous sentez que vous gardez vos capacités de coach et quand est-ce que vous pensez que vous les perdez? Je vous laisse répondre en vous-même parce que cette question entraîne déjà une pratique réflexive dont je vous ai parlé au début. Alors peut-être que nous pouvons maintenant explorer les sentiers des profondeurs, cet axe vertical dont je vous parlais, où cette fois-ci, l'inverse de la lumière n'est pas l'ombre, mais les ténèbres. Les ténèbres est un mot fort connoté. Cet axe vertical va nous amener à explorer les champs émotionnels, voire même des sentiers intrapsychiques. Or, les coachs, voire même les superviseurs, nous n'avons pas à nous substituer aux thérapeutes, aux psychothérapeutes. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre intention. Ceci étant, le domaine des émotions, à partir du moment où nous sommes capables de créer un espace contenant où les personnes se sentent en sécurité, elles vont s'exprimer et elles vont nous raconter des histoires à forte charge émotionnelle. Je vous laisse penser aux situations où vous avez ressenti très fort, ou plus fortement que d'habitude, des densités émotionnelles importantes. Alors, je vous ai dit que j'aimais les paysages, donc en voilà un de plus. Cette peinture semble très bien illustrer cette histoire d'ombre et de ténèbres, avec ce lac noir. Normalement, le peintre, s'il avait voulu reproduire la réalité, aurait fait un lac un petit peu plus bleu. Pourquoi? Parce que ce ciel bleu aurait dû se refléter dans le lac et aurait dû créer une lumière bleue. Or, l'artiste décide de faire un lac noir. Qu'a voulu nous dire l'artiste avec ce lac noir? Une peinture, l'art en général, nos relations aussi sont des occasions de projeter nos émotions, de projeter nos représentations, de projeter nos images. Donc, je pourrais me dire, tiens, finalement, ce lac symbolise la psychologie des profondeurs, ce qui est obscur, ce qui est dans les ténèbres, ce qui est caché, ce qui est secret, ce à quoi je n'ai pas accès. Pourquoi je n'ai pas accès? Parce que même si j'oriente mon projecteur un peu différemment, je n'ai pas d'ombre dans ce paysage. Effectivement, le soleil est au zénith et la particularité de ce paysage, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Je n'ai pas, en changeant le projecteur de place, la possibilité d'aller explorer plus avant. Si je fais un pas de recul et que je m'intéresse au récit des conditions de création de cette peinture, je vais apprendre que ce paysage représente un paysage de Jordanie. Et ce paysage de Jordanie, il faut savoir qu'en Jordanie, les Jordaniens savent qu'en 2025, les nappes phréatiques n'ont plus d'eau. Et ils se mettent à construire des barrages, et ça c'est un barrage d'eau, c'est pas du tout une centrale électrique, pour faire des réservoirs d'eau. Ils en ont 17 dans le pays pour commencer à se préparer au fait qu'ils vont manquer d'eau. Et nous voyons bien que dans des contextes de crise très importants, avec toute l'anxiété aujourd'hui sur l'épuisement des ressources, des espèces qui disparaissent, des virus qui envahissent la planète et qui paralysent une économie, la biodiversité, la pollution, nous avons matière à avoir une matière d'anxiété très dense et très importante. Et si on regarde aussi
les organisations, dans un contexte mondialisé, très concurrentiel, il y a grosse matière à anxiété. Si bien que ce champ émotionnel et ce sentier de l'intrapsychique va pouvoir parler aussi bien d'un métacontexte qui créerait beaucoup d'anxiété, qui serait beaucoup plus large, comme ce paysage nous le montre, ou bien effectivement de choses plus profondes qui auraient trait à notre histoire. Et même si nous ne sommes pas psychologues de formation et que les gens, même si on est d'ailleurs psychologue, quand ils viennent en coaching ou en supervision, ce n'est pas le contrat de faire une thérapie sauvage. En revanche, on ne peut pas interdire l'arrivée d'émotions qui arrivent de l'inconscient, qui sont encore des matières brutes. On ne peut pas les empêcher d'arriver. Donc, nous allons être dans cette écoute et nous allons regarder d'un peu plus près ces sentiers. Alors, premièrement, puisque nous avons parlé de ces émotions qui sont brutes ou plus subtiles, nous pouvons déjà, premier sentier, nous demander à qui elles appartiennent. Et là, je vais peut-être prendre des exemples un peu moins dans le coaching, même si c'est vrai aussi pour ce coaching, ce type de questions. Je vais peut-être reprendre plutôt ma casquette de superviseur. Quelqu'un qui vient en supervision arrive avec des récits et parfois les charges émotionnelles sont importantes. Prenons par exemple le cas, pour commencer, de la résonance. On va être dans quelque chose d'implicite, on va être dans un champ de relation entre ce coach et ce superviseur qui arrive avec tous ces reflets dont nous avons parlé, avec toutes ces situations et ces interprétations dont nous avons parlé, et des émotions qui vont faire qu'il va peut-être être plus actionné sur son côté sauveur, plus actionné sur son côté toute puissance, plus actionné sur son complexe d'imposture et bien d'autres. Pourquoi le coach peut-il se laisser happer ou attraper par les récits de son client? Les champs émotionnels, je reprends une phrase que j'aime bien de François Balta, c'est dans son livre sur l'auto-supervision pour coach et thérapeute. J'aime bien la façon de présenter les choses. Il dit: la résonance, c'est quand il s'agit de mieux connaître l'autre. Le contre-transfert, c'est lorsqu'il s'agit de mieux se connaître. Alors, qu'est-ce que la résonance? Ce sont des mots qui nous viennent de la thérapie et qui sont intéressants pour nous. L'activité du thérapeute par laquelle il porte attention à son expérience émotionnelle, il s'y réfère, donc bien sûr que ça lui appartient aussi, et il s'y réfère pour mieux comprendre la nature et le devenir de la relation au système plus global. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai une résonance, je peux me poser la question: pourquoi, en présence de ce client-là, cette émotion en moi se réactive? Et donc, j'ai une grande hypothèse et une grande chance que cette émotion, elle se réactive pas tellement parce que c'est la mienne dans ma psychologie des profondeurs à moi, mais parce que je capte quelque chose qui vient du client, que c'est l'émotion du client. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je vais pouvoir, en la nommant, en disant: je ressens de la tristesse à ce moment-là, à ce moment du récit. La personne, elle va dire: ah non, mais moi, je suis pas du tout triste, je suis très en colère. Donc, j'ai peut-être pas capté la bonne émotion, j'ai peut-être capté l'émotion qui manquait. Et c'est la résonance sur l'absence d'émotion qui serait légitime d'avoir, qui pourrait être la tristesse, alors que mon client, lui, vit de la colère. Donc, la résonance va être un moyen de poser des questions puissantes, le moyen de remettre en circulation des choses que je capte avec l'hypothèse que c'est pas tout à fait mes émotions, mais que je vais les remettre en circulation dans mon système avec mon coach. Et par là, il va retrouver ses capacités professionnelles, il pourra revenir vers son client avec ses capacités professionnelles. Alors bien sûr, il n'y a pas que la résonance. François Balta dit: le contre-transfert, c'est quand il s'agit de mieux se connaître. Le contre-transfert, c'est quand on a un gros transfert sur quelqu'un fait un transfert sur nous, c'est l'ensemble de ces réactions inconscientes que nous avons. Et vis-à-vis de ce transfert massif que nous pourrions avoir sur nous, c'est réciproque. Peut-être que nous pouvons aussi transférer les choses sur nos clients et eux-mêmes pourraient avoir des contre-transferts. Là, on est dans quelque chose de plus subtil
pour lesquels nous ne sommes pas tous formés quand on est coach ou quand on est superviseur. Pour autant, ce sont des champs qui viennent de la psychanalyse et qui peuvent être intéressants, enfin, au minimum à connaître. Pourquoi? Pour se poser la question: est-ce que ça m'appartient? Si ça m'appartient, bien sûr que ça peut être un contre-transfert, ça peut être un complexe, ça peut être des affects, ça peut être des émotions qui se réactivent et qui viennent de mon histoire. Donc, le superviseur va être très attentif à essayer, grâce à ces hypothèses, de permettre au coach de formuler un peu plus précisément le type d'émotion qu'il ressent. Enfin, mais ce sont même pas des émotions. Les affects, ce sont des choses un peu lourdes qui nous arrivent. On ne sait pas trop les décrypter, on ne sait même pas les nommer. Et alors déjà, lorsqu'on arrive à les transformer en émotions, déjà, on est passé dans l'implicite et on peut commencer à travailler plus avant cette émotion. Aujourd'hui, les neurosciences nous précisent que ces émotions primaires, en fait, viennent de notre cerveau reptilien, comme la joie, la colère, la peur, la tristesse. Et puis, on a des choses plus émotionnelles, déjà un peu plus évoluées, entre guillemets, la honte, la culpabilité, l'exaltation, etc. Les neurosciences nous en parlent, Freud en parlait aussi. Et puis Jung aussi très bien avec le concept de l'ombre. Alors l'ombre, selon Jung, c'est cette personnalité voilée, refoulée, source de projection. Pourquoi? Source de projection. La projection, nous ne savons pas que nous faisons des projections parce que les projections viennent de notre inconscient. Donc le fait de pouvoir décrypter des émotions avec l'aide d'un tiers, de superviseur, va nous aider justement à les différencier. Est-ce qu'elles appartiennent au client? Est-ce qu'elles m'appartiennent? Un exemple que l'on pourrait prendre lorsqu'un client vous agace, est-ce qu'il réveille en vous votre part d'ombre que vous n'avez pas envie de voir et que vous projetez sur votre client? Est-ce que cette part d'ombre, il vous agace parce qu'il s'autorise à faire quelque chose que vous ne vous autorisez pas à faire parce que dans votre éducation, vous a dit non, ça, vous n'avez pas à le faire. Je pense par exemple, tu dois rester modeste, tu ne dois pas te vanter. Or, si j'ai un client qui lui est très fier de lui et que je suis agacée, peut-être que moi-même j'aimerais bien aussi être très fière de moi et je n'ose pas le faire parce que mon éducation me l'a interdit. Et puis il y a une valeur, une connotation morale dans l'ombre, dans la lumière, dans les ténèbres, où se situe le bien, où se situe le mal. Et si on allait plus loin dans la réflexion, on pourrait parler de nos valeurs, de notre éthique, en fonction de cette notion de bien et de mal qui existe en nous et que nous refusons éventuellement de voir, quelles conséquences sur les actes que nous osons faire ou que nous n'osons pas faire. Alors l'ombre, nous la voyons toujours, nous la voyons, je fais une généralisation, toujours de manière négative. Nous voyons ce soir qu'il y a cette part aussi lumineuse de l'ombre, parce que Jung nous parle aussi, et Freud le fait, et d'autres psychanalystes le font, il y a une part d'enchantement, une part d'enfant, une part de qualité en nous qui serait refoulée dans l'ombre. Donc l'ombre peut avoir une partie lumineuse, et c'est pour ça que ça va être d'autant plus important de mettre en mots des choses qui sont difficilement avouables dans une conversation courante, mais qui vont pouvoir se dévoiler dans un entretien où nous allons nous sentir en sécurité. Alors on voit bien que là, on sort de l'implicite, hein, on va dans la psychologie des profondeurs, on va dans l'inconscient. La psychanalyse peut nous aider à analyser un certain nombre de choses. Il est bien évident que ni le coaching ni la supervision sont des processus d'analyse de la psychologie des profondeurs. Simplement, j'en parle. Pourquoi? Parce que ces matériaux nous arrivent dans les entretiens. On ne va pas empêcher l'inconscient de s'exprimer. Et c'est pour cela que dans nos accompagnements, nous sommes attentifs à créer ces espaces où les personnes se sentent en sécurité. Pour cela, le sentier que nous empruntons, il est issu des sciences humaines
Carl Rogers parle très bien de l'accueil inconditionnel et bien d'autres. Le coaching et la supervision ne sont pas des sciences humaines, ce sont des accompagnements qui s'appuient sur des racines profondes qui sont les sciences humaines, et que avoir une capacité à connaître certains concepts va nous aider à un certain moment à faire du tri, d'autant plus si nous sommes superviseurs, pour aider justement les professionnels de l'accompagnement à s'extraire lorsqu'ils sont happés, comme nous l'avons vu. Alors, j'ai balayé très vite un certain nombre de champs que nous pourrions explorer selon où nous mettons les projecteurs. Donc, je vous ai posé la question au début de cette vidéo sur les sentiers privilégiés que vous aimez explorer avec vos clients finalement. À partir de ce que nous venons de voir dans cette vidéo, pour vous-même, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Vous pouvez aussi répondre dessous cette vidéo. J'irai voir vos réponses et je vous répondrai bien volontiers, ce qui sera une manière de communiquer, continuer l'exploration ensemble. Donc, un des secrets bien connus, c'est l'accueil inconditionnel. Pourquoi? Parce que la psyché humaine, elle est inventive. L'inconscient, il se débrouille pour communiquer de manière ingénieuse. Le monde des symboles est une manière de prendre en compte et le monde secret, caché, et le monde rationnel. Le symbole prend en compte ces deux univers. L'inconscient se sert du symbole pour communiquer. Les lapsus, les mots que l'on prend l'un pour l'autre sont des fenêtres ouvertes pour explorer. L'accueil inconditionnel, bien sûr, il va de soi, sans jugement, au moment où nous travaillons, pour que les récits puissent se faire. L'ombre et la lumière ne font qu'un, parce qu'ils se complètent, parce qu'ils sont en mouvement. Après une période difficile, personnelle, après des périodes d'épreuve, en général, viennent des moments d'apprentissage, de réflexivité de cette épreuve. Et ces apprentissages nous servent à continuer notre pratique professionnelle de manière contenante, justement. Donc, la cascade peut être vertueuse. Elle peut être dans un sens où chacun va pouvoir bénéficier de cet espace de liberté que offre le coaching, dès lors que le coach garde sa compétence d'accueil inconditionnel et sans jugement, et que s'il est happé, que si à un certain moment il sent qu'il la perd, eh bien il a la possibilité d'aller voir un superviseur. Et si c'est vraiment des choses importantes de son passé, il a la possibilité d'avoir un thérapeute. Moi-même, je suis supervisée, je n'hésite pas à avoir recours à la supervision de manière régulière pour justement continuer à avoir cette capacité d'accueil. Voilà, nous avons exploré petit à petit ce paysage dont je vous parlais, le voici complet. Vous voyez que effectivement, nous avons exploré le monde de l'entreprise, de ses acteurs. Nous avons regardé que nous pouvions mettre le projecteur sur l'accompagnant et le superviseur. J'ai assez peu parlé de l'univers des accompagnants. Dans le monde que nous vivons en tant qu'accompagnants, j'ai une activité bénévole importante. Tout à l'heure, elle a été mentionnée par Yotis. Il y a tout un travail pour, bien sûr, la professionnalisation de nos métiers, la conscience de la responsabilité que nous avons lorsque nous exerçons ces métiers. Il y a aussi des choses que nous pouvons explorer sur nos idéaux, nos idéalisations, nos intentions que nous pourrions avoir pour nos clients, parce que nous avons aussi des idéaux et que nous-mêmes, nous avons aussi à les mettre en travail. Que l'accès au reflet et la résonance sont des vraies opportunités de mettre en travail, de questionner et de poser des questions qui auront une plus-value. Que si nous avons des matériaux qui arrivent de l'inconscient, nous pouvons les accueillir dans le champ émotionnel. Tout ça dans cette grande cheminée que j'appelle la cheminée de la réflexivité. Là, on ne voit pas le mot,
c'était le mot réflexivité, c'est que cette grande cheminée où les matériaux de plomb se transforment en or, l'or, ça va être les apprentissages. Et que c'est comment on porte à la conscience ces apprentissages pour bien sûr les recycler et les remettre enfin en circulation à chaque fois. Donc il est bien évident que j'ai partagé une carte mentale que j'ai élaborée pour déposer les matériaux que j'avais appris de mon expérience. Vous-même, vous pouvez vous dresser les cartes mentales implicites que vous avez. J'espère que ce soir, en partageant la mienne, vous allez pouvoir créer la vôtre. Le secret, c'est que, et dans la pratique réflexive, le secret, c'est chacun, chacune, avec nos univers, avec ces paysages à explorer. Et je vous remercie pour votre attention. Ce fut un plaisir pour moi que de parler avec vous à distance. Je vous lirai dans vos commentaires sur cette vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée, journée, mois, semaine pour de futures aventures. Un grand merci, Martine, pour cette belle présentation proposée pour la communauté des coachs francophones des 7 coins du monde et d'encore plus loin. J'aimerais également remercier Nathalie Blin pour sa présence lors de ce webinaire. Nathalie est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie au Québec et également membre de l'ICF Québec. Bonsoir Nathalie, comment s'est passé ce webinaire et as-tu des questions à poser à Martine Vol? Bonsoir Yotis, bonsoir Martine. Alors, dans un premier temps, merci Martine. Vraiment, tous les synergiens apprécient ce webinaire. Question principalement sur l'axe horizontal. Dans le fond, comment je fais pour bien saisir le système de l'organisation? Souvent, on a accès aux clients au coaché, mais l'organisation, on n'a pas toujours accès au N+1 et si on a accès, c'est des fois 30-40 minutes, donc c'est difficile de bien saisir ce système-là implicite et explicite. Donc, est-ce que tu as des éléments de réponse pour cette question? Alors, peut-être que la réponse serait différente si on parle de coaching individuel ou si on parle de coaching d'équipe. Justement, c'est cette approche systémique qui donne des clés par une façon de penser le système. Alors, une astuce qui peut être très simple, ça peut être de demander à son client, avec des figurines, avec des objets ou avec même le dessin, de représenter le système. Alors bien sûr que on n'aura pas forcément accès à des tiers qui vont nous donner une autre vision. En systémique, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. On a plutôt besoin d'écouter la manière dont le client raconte, la manière dont il positionne ses objets ou la manière dont il les positionne sur une feuille si c'est un dessin, et de lui demander par exemple tout simplement de dessiner avec qui il a des liens positifs en vert, et puis avec qui il n'a pas de lien, ou et là il va rien dessiner, et ou avec qui il a des liens conflictuels. Et quand on a ce dessin qu'on appelle un sociogramme et qu'on peut le comparer par exemple à l'organigramme, on peut s'apercevoir que normalement il devrait avoir beaucoup de liens avec son manager, et sur le dessin il n'a pas de lien, ou bien il a un lien rouge, ou avec un collègue, ou avec des pairs, ou avec une autre partie du système. Donc par le dessin, on peut déjà avoir beaucoup d'informations. Ça, c'est en individuel. Avec une équipe, on a déjà beaucoup d'éléments parce qu'on a effectivement plus de chances d'avoir différents récits qui complètent notre cartographie et notre carte mentale. Martine Vol, je voulais t'annoncer un événement, c'est que tu as battu les records au niveau des votes des ambassadeurs. Donc, il y a eu un plébiscite pour ta proposition de webinaire. J'aimerais savoir, à ton avis,
Comment ça se fait que ce webinaire a eu autant de succès au niveau des votes des ambassadeurs? Bon, bien évidemment, je te dis pas de présenter de pourquoi être supervisé, mais est-ce que c'est un moment important pour les coachs de se superviser, de choisir un bon superviseur? Alors, je pense que il y a peut-être plusieurs raisons. Il y en a peut-être une, ombre et lumière, il y a une force symbolique dans les mots, peut-être qu'il y a eu une attirance intuitive par rapport au titre. Après, il y en a une, effectivement, dans ce que tu dis, Yotis, sur le coaching et la supervision. Il faut voir que le coaching est apparu dans les années 90, à un moment où il y avait besoin d'un autre type de relation, travailler en parité, être dans la responsabilisation, pas avoir d'intention pour le client, et plutôt une forme, la position basse, où on vient pas expliquer des choses au client, mais on vient plutôt travailler avec lui, construire avec lui. Et puis le coaching, c'est des années 2000 font que le coaching s'est structuré et a pris une forme professionnelle, et les écoles, les associations ont vraiment expliqué que la supervision était obligatoire pour les uns, je pense à l'Asset Coach, recommandée pour les autres, je pense à ICF ou le MCC. Donc les associations ont parlé de tout cela. Et puis peut-être aussi une prise de conscience de l'utilité, parce que ces dernières années, il y a beaucoup d'anxiété dans les entreprises. Et les coachs, et là je vais dire parce que je suis coach aussi, je trouve qu'on se retrouve dans des situations avec un rythme qui va de plus en plus vite, avec des injonctions, avec des souffrances, avec parfois de la maltraitance. Je trouve qu'en tant que coach, je suis pas toujours très bien traitée, parce que les gens, c'est un reflet, eux-mêmes sont pas très bien traités en tant que collaborateurs, managers, et ils reproduisent sur les autres, dans leurs relations, cette maltraitance. Donc le reflet systémique, pour le coup, est un bon exemple. Et donc, il y a vraiment besoin de prendre encore plus de recul, et la supervision sert à ça. Et puis enfin, il y a un engouement pour la supervision. Je le vois dans les personnes qui viennent en formation, qui ont déjà de la bouteille, qui ont une certaine seniorité dans le coaching, qui sont sollicités par des plus juniors pour être supervisés par eux, et qui se disent mais moi j'ai pas envie d'être superviseur comme ça, j'ai envie de réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette pratique, et ils ont le goût de s'intéresser à la supervision. Donc multifacteur. Merci beaucoup Martine, merci beaucoup Nathalie, merci également à vous de regarder, visionner, partager ce webinaire. Je vous rappelle que vous retrouverez la présentation de ce webinaire sur nos réseaux sociaux, et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. C'est là que vous retrouverez également les liens pour nos prochains webinaires. Nous espérons que vous avez aimé ce webinaire et que celui-ci vous sera utile pour vos prochaines supervisions et ou celles de vos clients. Si la réponse est oui, faites-le nous savoir en envoyant un peu d'ocytocine avec un petit pouce bleu. Alors vous avez des infos sur la supervision, vous voulez échanger avec Martine Voll, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, poser vos questions, mettez tout cela en commentaire. Alors au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Martine, je te laisse le mot de la fin. Merci Yotis, merci Nathalie, merci les synergiens. Je suis ravie d'avoir partagé cette cartographie et mon goût des paysages. Maintenant, j'espère que vous aurez eu envie de continuer l'exploration de vos propres cartes mentales. Et si j'ai au moins une personne envie de faire ça, je serais ravie de partager. Et puis, j'irai voir effectivement vos propositions sur vos commentaires. À bientôt. Merci à tous. Martine, merci Nathalie. Au revoir. Merci, au revoir.